Bonjour, bonjour. Donc, merci d'être là aujourd'hui et de nous accueillir pour cette conférence. Ça nous fait plaisir de venir partager ce que nous, on a vécu en tant qu'Origine Nature depuis nos débuts. Donc, on vient partager avec vous un peu notre expérience sur tout ce qui est coût de production, être profitable, comment on est parti de 0 à 100, puis qu'on réussit dans le marché québécois d'une manière très présente. Donc, merci beaucoup pour votre temps. C'est la première fois que je joue avec une manette comme ça, donc ça se peut que j'ai quelques erreurs. Donc, je vais commencer un peu par faire ma présentation. Ensuite, je vais vous présenter Origine Nature. Ensuite, on va parler, comme dit, du coût de production, rentabilité, vraiment comprendre ce coût de production avant qu'on se lance dans l'entreprise du cannabis. Ensuite, on va parler un peu plus des plantes du point de vue commercial et comment faire une cultivation qui va donc être rentable en comprenant nos plantes et comprenant à qui est-ce qu'on destine cette cultivation. Donc, je suis dans l'industrie du cannabis depuis très longtemps, on va dire officiellement depuis 2017 au Canada. J'ai bien sûr fait quelques travaux en Europe, France, Amsterdam, etc. Donc, je suis venu ici, j'ai directement vu qu'il y avait une opportunité pour tout ce qui était médical. Donc, j'ai directement voulu aider des gens qui avaient des troubles médicaux, des grands blessés, etc., à acquérir leur propre licence, puis leur montrer comment faire leur propre médecine. Donc, je suis parti là. Ensuite, j'ai eu la chance d'arriver chez Aurora Cannabis sur le site d'Aurora Vie. On a fait la première conversion GACP-GMP qui a été une réussite. Donc, on a été très content avec ça. Par la suite, je suis allé chez Tidal Health Solutions qui était au Nouveau-Brunswick où on avait aussi un focus qui était très médical. On avait un focus sur des vétérans, beaucoup qui avaient PTSD, autres en revenant donc de leur tour de service. J'ai eu la chance d'être impliqué à plusieurs niveaux dans une entreprise de cannabis. Donc, j'ai commencé en tant que grower, je suis ensuite monté comme master grower, j'ai été impliqué dans les ventes, j'ai été impliqué dans tout ce qui était la chaîne de production. Donc, pas simplement faire la cultivation, mais qu'est-ce qui se passe après la cultivation. Donc, tout ce qui est post-harvest, faire l'affinage, le bocage, pouvoir amener le produit ensuite à l'irradiation s'il y a besoin, le ramener, l'emballage, dispatcher en magasin, bien sûr, selon les règles, selon les provinces, dans les bons segments pour atteindre les démographies qu'on visait. Je fais partie de l'équipe de leadership aussi chez Origine Nature, donc j'ai eu la chance que chez Origine Nature, on reconnaisse que j'avais une certaine expertise qui englobait justement toute la chaîne opérationnelle et donc on m'a mis au niveau de l'équipe leadership, ce qui est je suis extrêmement reconnaissant pour ça. Donc on a vu qu'il y avait un avantage non seulement on ne voulait pas être les experts dans un domaine, mais on a vraiment voulu aller chercher l'expertise de plusieurs personnes, se mettre ensemble pour ensuite créer Origine Nature et créer cette aventure incroyable pour se rendre là où on voulait être. Et j'ai été extrêmement impliqué dans tout ce qui était la recherche et développement dès le début chez Tidal Health Solutions. Donc, j'ai fait des travaux avec certains producteurs licenciés en Israël. On a fait des travaux dans tout ce qui était médical, cannabinoïdes, crème topicale et autres. Chez Origine Nature, on a réussi à avoir notre licence de R&D. On va commencer des tests organoleptiques sur des êtres humains deuxième semaine de juillet, donc on est extrêmement content avec ça. On travaille en partenariat avec la Cité pour faire des études de spectrométrie et autres, vraiment pousser les connaissances sur tout ce qui est la culture des plantes et bien sûr les effets du cannabis sur des consommateurs réguliers, récréatifs ou médicaux. Donc, qui nous sommes? Donc, dans notre présentation, vous allez voir qu'on a vraiment voulu cerner tout ce qui était question par rapport à qui est Origine, où on s'en va, comment on fait les choses, et ça, c'est extrêmement important pour nous. Ça fait partie de notre réussite. Chaque personne chez Origine Nature est impliquée dans la réussite d'Origine. Donc, le message que vous voyez là, c'est un message qu'on répète à notre équipe tous les trimestres. On s'assure qu'ils sont impliqués, on s'assure qu'ils peuvent commenter, on s'assure qu'ils comprennent où on s'en va. Puis c'est ce travail d'équipe qui nous permet vraiment d'aller de l'avant. Donc, nous, on est artisanal. On n'est pas une cultivation de production massive. On est présentement 25 000 pieds carrés. On va bientôt doubler. Donc, notre phase 2 a été financée. Elle va bientôt être licenciée. On va doubler notre capacité. Tout ce qu'on fait, on fait avec passion. C'est vraiment ça qui nous drive. On aime le cannabis. On est des consommateurs de cannabis. On est des cultivateurs de cannabis. C'est ça qu'on fait depuis longtemps. On respecte l'expérience, la culture, les connaissances des gens qui sont dans le cannabis depuis longtemps. Puis c'est avec ces gens-là, bien sûr, qu'on veut évoluer puis amener l'industrie de l'avant. Donc, tout est fait par passion. Socialement responsable, c'est que pour nous, quand on est une industrie émergente qui, bien sûr,
va très bien dans des temps qui sont souvent durs pour le reste de la population, c'est qu'on doit être socialement responsable. On veut être un acteur important du développement économique de Sainte-Agathe-des-Monts, qui est la ville où Origine Nature est placée. On veut faire en sorte d'engager des talents locaux. On veut faire en sorte d'étendre notre mission plus loin que tout simplement produire du cannabis. On va faire partie d'autres organismes pour aider. On est très serré avec Chef à la ressource, donc on a aidé, bien sûr, à amener des repas à des gens défavorisés et autres. Donc, ça fait partie de qui on est, ça fait partie de l'image qu'on projette. Donc ça, c'est nos cibles, notre raison d'être, make people feel great. Absolument tout le monde qui fait affaire avec nous, que ce soit nos shareholders, nos suppliers, nos clients, les gens, bien sûr, nos acheteurs, tout le monde, quand il fait affaire avec Origine Nature, on veut qu'ils feel great, qu'ils se sentent bien. Donc c'est vraiment ça qui domine Origine Nature. Notre niche, c'est bien sûr des produits de haute qualité québécois. On est québécois, on est fiers d'être québécois, c'est ça qu'on prône. On n'a pas de plan d'aller s'étendre dans d'autres provinces. On veut vraiment garder ça au Québec car c'est notre identité. Dans les 10 prochaines années, on veut qu'absolument tous nos produits qui sont en magasin, peu importe la province, soient dans leur top 5 en volume dans leur catégorie. Donc, il y a des catégories bien précises dans la vente de cannabis qui ne sont pas nécessairement préétablis, mais que nous, on a établi avec nos études de marché. Donc, on parle de segmentation de prix, on parle de segmentation de type, de format, le produit en tant que tel, que ce soit pré-roulé, fleurs séchées, huile, etc. Donc, quand on a fait notre segment, on veut que notre produit soit dans le numéro top 5 en revenus. Notre marché cible, bien sûr, la SQDC, qu'on adore. On est aussi en Colombie-Britannique. On fait un peu de vente B2B. Puis les consommateurs de cannabis en tant que tels, récréationnels et médicaux. Voilà, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, c'est ça que je voulais dire. Donc notre historique, on a commencé en 2017. De 2017 en 2020, c'était le travail d'acquérir la licence construction. Et ensuite, c'est vraiment allé extrêmement vite. Donc comme on a vu, on a notre licence de cultivation directement en mars 2020. Juillet 2020, on a notre transformation standard. Juillet 2020, première vente en gros. Ça va extrêmement vite. Je ne vais pas vous lire absolument tout, vous pouvez le voir, mais on a réussi à acquérir notre licence de cultivation, notre licence de recherche, notre licence pour faire le packaging et la vente, la licence de transformation, Cannabis 2.0. On a réussi à toutes les avoir. On est extrêmement fiers, particulièrement la licence de recherche et développement qui a été très demandante, qu'on a eu l'appui de toute l'équipe de leadership d'Origine Nature, et on a réussi à faire le projet qui nous amène maintenant où on en est, donc avec des tests organoleptiques qui commencent dans 2 mois. Nos marques, donc la fleur de lys qui est du Sage and Sour, ainsi que la voûte Mandarin Cookie, très présentes dans le marché québécois, sont aussi présentes dans le marché médical québécois avec Mendo TD. On a bien sûr d'autres produits, comme vous pouvez voir, qui sont... donc, on va avoir la même strain, donc le même cultivar Mandarin Cookie Sage and Sour qui va aussi être venu en format de joint pré-roulé. On va avoir d'autres cultivars qui sont relâchés uniquement en Colombie-Britannique et certains cultivars qui sont seulement relâchés dans le marché médical. Donc ça vient bien sûr de nos études, qu'on regarde les différentes habitudes de consommation selon les provinces, selon bien sûr les besoins qui sont médicaux et récréationnels, et on est allé relâcher ces SKUs selon les provinces, vraiment en visant ces démographies. Donc, fait saillant pour Origine Nature. On est en trésorerie positive depuis le 2e trimestre, donc extrêmement chanceux à ce point-là. On a réussi à payer des dividendes de 1,5 million après 18 mois d'activité seulement. On a été finaliste au Mercuriade, bien sûr, qu'on est extrêmement fiers de ça. C'était la première fois que des compagnies de cannabis rentraient au Mercuriade et on n'a bien sûr pas gagné, mais on était dans les finalistes, donc c'est une très belle reconnaissance pour nous de la part du Québec. On a gagné bien sûr des prix pour la qualité de nos produits, que ce soit en Colombie-Britannique, au Québec ou autre. Le premier produit, Cerise Saut Fondé, reste selon nous un des produits populaires au Québec. On a beaucoup de succès avec, on est très très content de la réception du marché québécois. Et comme j'en avais parlé, nos 4 licences. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'on a remarqué beaucoup dans l'industrie du cannabis, c'est qu'il y avait une certaine mécompréhension autour du coût de revient.
On parle souvent du coût de production, hein, on peut produire à 50 cents, 60 cents. Mais ça, quand on parle du coût de production, souvent, tout ce que ça va prendre en compte, ça va être le médium de culture, les jardiniers, des coûts vraiment, je dirais, limités. Il faut prendre un vrai coût de revient quand on parle du coût de production. Il faut englober l'administration, il faut englober le leadership team, il faut englober la trim, le packaging, le coût d'excise, le coût d'irradiation. Et c'est ça qui est un nerf de la guerre. Il faut comprendre dans quoi on s'en va. Il faut comprendre combien ça va nous coûter pour vrai de produire. Pas faire un chiffre minime pour essayer d'atteindre des investisseurs ou se croire qu'on va être correct. Si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, qu'on ne fait pas notre vraie diligence sur dans quoi on s'engage puis dans quoi ça va nous coûter, ça peut être dur pour le futur. Donc, on va regarder le coût de production un peu plus en détail. Dans les prochaines slides, on va vraiment aller à travers de tous les départements puis qu'est-ce que ça implique. Je vais vous l'expliquer un peu plus. Bien sûr, il faut comprendre aussi, une fois que vous avez votre coût de production, dans quel segment vous allez pouvoir aller jouer avec ce coût de production-là. Si vous produisez du cannabis à 4 $ le gramme, essayez d'aller relâcher du cannabis à 25 $ en magasin pour un 3,5, ça ne sera pas profitable. Donc, quand vous comprenez votre coût de production, il faut ensuite que ça aille main en main avec la production en question. Si vous avez un très haut coût de production, il faut que le cannabis que vous produisez soit d'une qualité exceptionnelle et qu'elle rentre vraiment dans une demande qui n'est pas encore satisfaite sur le marché. Donc, faire l'étude de marché, regarder quels segments ont des ouvertures, quels produits vendent le plus, combien d'unités par semaine, combien de revenus par semaine, là où il y a le plus de mouvement. Est-ce que c'est Indica? Est-ce que c'est Sativa? Est-ce que c'est pré-roulé? Est-ce que c'est des 3,5? Est-ce que c'est des 15 grammes? Est-ce que c'est des 7 grammes? Est-ce que c'est des onces? Ah, les onces font seulement 1500 unités, les 3,5 font 10 000 unités. Quand on compare en revenus, par contre, les revenus peuvent être plus intéressants sur les onces. Donc, il faut faire toute cette étude de marché qui va venir se mettre en relation avec notre coût de production pour ensuite aller établir ce produit là où on le veut et s'assurer d'être profitable et d'avoir la bonne réputation qui va avec. Donc, pour regarder le coût de production, on a bien sûr le coût que la plupart des gens vont parler, c'est vraiment jardinier, nutriments, eau, médium de croissance, tout le système d'irrigation en tant que tel. Tous les coûts de la bâtisse et autres sont souvent enlevés de ça. Les jardiniers en tant que tels, c'est un des coûts les plus importants à préserver aussi. Quand on parle de cultivation de cannabis, toute la cultivation de cannabis, c'est, bon, bien sûr, d'un point de vue artisanal, je ne vous parle pas d'un point de vue de serre de 400 000 pieds carrés où on essaye d'automatiser le tout avec le moins de travail. Nous, de notre expérience, le cannabis a besoin d'une certaine dose de travail, d'une certaine intervention humaine. Il n'y a pas de logiciel qui va permettre ou d'automatisation qui va vraiment travailler la plante parfaitement. La plante en tant que telle est vraiment susceptible à ces conditions de climat. Donc, quand on regarde une plante de cannabis, si elle n'est pas travaillée correctement, la structure, les feuillages, etc., on peut avoir une certaine qualité au-dessus, une autre qualité au milieu, puis une autre qualité en dessous. Donc là, ça rajoute encore des coûts opérationnels. Il faut passer à travers de toutes ces qualités-là. On ne peut pas vendre du C avec du A puis penser que les clients vont être contents. Si quelqu'un va acheter votre produit, il ouvre le pot, les fleurs sont extrêmement belles, il montre à ses amis, eux, ils vont acheter, puis là, eux, ils ont des qualités C, vous venez d'attaquer votre marque, vous venez de faire du mal à votre compagnie. Donc, dans la culture du cannabis, il est souvent mieux de prendre le temps de travailler les plantes légèrement pour standardiser la production et s'assurer que le produit en tant que tel va être standardisé pour ne pas se retrouver avec des frais opérationnels drastiques à la fin. Et le plus il y a une manipulation dans ces frais opérationnels après la production, le plus vous allez endommager votre produit, le plus vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle du shake, qui a une valeur très minime, le plus les trichomes vont être endommagés, le plus, encore une fois, vous baissez la qualité de votre produit. Donc, les jardiniers ici, c'est ça qui vient standardiser votre production. C'est leur expertise. Entraîner un jardinier à votre méthode de culture, c'est long. Un coût de roulement sur un jardinier, c'est facilement 5 fois plus qu'un employé normal. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont venir faire la standardisation. C'est eux qui comprennent l'image globale. Quand on voit une plante, si quelqu'un n'a pas réussi à avoir ce 2-3 mois de training ou même voire plus et comprendre vraiment la philosophie avec laquelle on cultive, il ne va pas faire le même travail que les autres. Encore une fois, des standardisations, haussement des coûts. Donc, il faut vraiment protéger nos jardiniers. Il faut s'assurer qu'ils savent qu'on a une bonne valeur avec eux puis qu'on veut les garder. Donc, toujours protéger vos jardiniers, leur donner extrêmement d'attention.
Bien sûr, je parle d'un point de vue que nous, on est des producteurs de cannabis, on n'est pas des transformeurs de cannabis. Donc, tout dépend de notre cultivation. On n'achète pas du cannabis d'ailleurs pour faire autre chose. C'est ça notre source de revenus. C'est ça l'investissement d'origine nature, c'est notre cultivation, c'est ça notre passion, c'est ça notre expertise. Dans le processing, donc, une fois que les plantes sont arrivées à maturité, il va falloir une équipe entière pour venir faire la récolte. Spécialement en intérieur, il n'y a pas d'automatisation pour faire la récolte, ça doit être fait à la main. Il va falloir qu'ils viennent donc le récolter, le faire sécher, séparer les fleurs des tiges. Ensuite, il va falloir trimer les fleurs pour les rendre prêtes à la consommation. Bien sûr, il y a des étapes différentes. Certaines personnes préfèrent trimer avant, certaines personnes préfèrent trimer après. Nous, on le fait après. Cette équipe-là, bien sûr, doit être aussi extrêmement bien entraînée, car on peut détruire complètement une récolte à la fin quand on fait le séchage. Donc, si l'équipe ne va pas bien maintenir la salle de séchage, les températures sont trop hautes, les terpènes volatiles vont partir, la chlorophylle n'a pas le temps de se transformer en état gazeux, donc le cannabis va commencer à sentir un peu le foin, goûter le foin, toute la batch est ruinée. Donc, extrêmement important aussi les trimmers, mais ce knowledge-là est plus à la discrétion du superviseur de l'équipe. Donc, les trimmers qui ont une tâche répétitive ne sont pas nécessairement aussi, dans leur connaissance, aussi non remplaçables qu'un jardinier. Le coût de remplacement va être légèrement en dessous. Bien sûr, la qualité dépend d'eux, puis ils font aussi un contrôle de qualité quand on le fait à la main. Donc, nous, tout est fait à la main chez Origine Nature, la récolte, la trim, l'emballage, jusqu'aux 3,5 qui s'en vont à la SQDC. Le pourquoi, contrôle de qualité. Quand on implique notre équipe dans ce qu'on fait, dans l'aventure d'Origine Nature, c'est eux qui regardent le produit, c'est eux qui travaillent à tout moment dessus. Donc, à tout moment, on a des contrôles de qualité, puis on en a à multiples niveaux. Donc, on s'assure que le produit est toujours bien entretenu, on n'a pas de présence de pathogènes, on n'a pas de surprise, on n'a pas plein de petites fleurs. Donc, on va faire vraiment une sélection pour s'assurer que le meilleur en sorte. Une fois qu'ils ont fini de trimer, ça s'en va en irradiation, ça revient. On a toute la logistique qui va derrière ça, donc faire l'emballage en kilos, faire toute la traçabilité qui va avec, faire la correspondance avec notre département de QA, l'envoyer en irradiation, updater le système, le ramener, l'envoyer en secure storage, s'assurer que le secure storage est contrôlé, que c'est mis au bon endroit, que c'est logué, parce qu'on ne peut pas le perdre, bien sûr, donc traçabilité totale à tout point. Juste ça, ça semble simple, mais c'est à peu près 2-3 personnes. C'est extrêmement compliqué de s'assurer qu'on va l'envoyer à l'irradiation au bon moment, qui va ensuite revenir au bon moment pour qu'on puisse l'envoyer à l'emballage pour qu'il soit prêt pour nos clients aussi au bon moment. On ne veut jamais avoir des produits qui vont rester dans Secure Storage durant des mois. Nous, notre Ready for Sale est à peu près aux alentours de 40 jours. Dès qu'un produit est prêt, on l'envoie puis il est supposé sortir en magasin. Du cannabis frais, c'est comme ça que ça se vend. Vieux cannabis, il perd de la valeur au fil du temps, puis c'est quelque chose que les consommateurs n'apprécient pas. C'est très dur de conserver, je dirais, du cannabis dans des bonnes conditions. Dans les bonnes conditions, pour faire un curing, ça prend extrêmement d'espace que la plupart des producteurs n'ont pas. Donc, c'est vraiment s'assurer qu'il y a un roulement qui va avec cette chaîne opérationnelle. Coût d'emballage, donc, il faut bien sûr payer toutes les pouches, toutes les pots, les excise stamps, le système de contrôle qui va avec. On a vu beaucoup d'automation à ce niveau-là. Personnellement, nous, ça n'a pas été notre préféré. Ce qu'on a vu avec l'automation, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'attaques sur l'intégrité de notre produit. Donc, les fleurs systématiquement devenaient plus petites. Quand on regarde au microscope, les trichomes étaient endommagés. Donc, on venait attaquer la qualité de notre produit. Et avec l'automation, on n'avait malheureusement pas de contrôle de qualité ou des contrôles de qualité aléatoires basés sur des formules mathématiques qui, nous, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a bien sûr tout fait à la main. On emballe à peu près 450 unités par jour par emballeur. Suite à ça, il faut faire l'excise stamp et ensuite, il faut aller l'amener en magasin. Nous, bien sûr, notre plus gros client, c'est la SQDC qu'on adore, mais quand on livre à la SQDC, il faut livrer dans les 100 magasins en même temps la même journée. Donc, dépendant où on est, il faut avoir le bon partenaire qui va être capable de faire ça. Si on doit livrer un mercredi, finalement, il y a un paquet qui arrive le jeudi, c'est refusé. Donc ça, c'est pas petit comme casse-tête, partir d'un point au Québec puis s'assurer qu'il y a 100 magasins partout dans le Québec qui sont livrés en même temps, c'est un tour de force. Donc, la logistique que j'en parlais, bien sûr, le support administratif. Ensuite, on a le coût d'administration. On a bien sûr toute la sanitation,
Comme vous savez, les compagnies de cannabis, ça doit être extrêmement propre. Nous, on tient des normes qui sont presque les mêmes que des blocs opératoires dans nos salles de cultivation. Donc, on va faire des swab tests, ça doit tester en dessous de 60 et autres. L'assurance qualité, qui est un peu le backbone derrière tout ça. Si on n'a pas l'assurance qualité pour nous donner le support, on aura beau penser qu'on va faire du bon cannabis, il y a plusieurs choses qu'on peut manquer parce que c'est pas notre expertise. Les ressources légales, très demandantes. Je suis sûr que tout le monde a fait des contrats ici puis que ça nous a coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars. Les ressources humaines, comme je vous disais, notre priorité, c'est notre équipe, c'est notre famille. C'est vraiment eux qu'on veut favoriser, c'est eux qu'on prend soin. On a une très grande fierté à avoir un extrêmement bas taux de roulement. Donc, depuis qu'on a obtenu notre licence, on a perdu à peu près 5 personnes. On est 62. Bientôt, on va être 120 avec la phase 2. Donc, on met beaucoup, beaucoup de ressources derrière nos gens parce que, comme je vous explique, le taux de roulement dans une compagnie de cannabis, c'est tellement coûteux. Tout le monde touche un produit fini souvent. Puis ces gens-là, c'est votre compagnie. C'est ça qui va faire votre succès. Vous ne pouvez pas assumer que vous avez des bons SOP puis que n'importe qui peut venir puis faire la job. Non, ça prend du temps à comprendre. Juste comprendre les règles de Santé Canada dans une plantation de cannabis, moi, je donne 3 mois aux gens. Ils vont faire des erreurs, ils vont forcer des portes, ils vont faire tout plein de niaiseries. C'est correct, c'est extrêmement compliqué. Donc, il ne faut pas miser sur des SOP, il faut miser sur votre équipe, sur la famille que vous allez créer. La maintenance, donc tout l'équipement, que ce soit des systèmes de climatisation, humidification, déshumidification, les lumières, le contrôle des lumières, l'irrigation, les solenoid valves, le CO2. Il y a beaucoup, beaucoup de systèmes qui sont extrêmement critiques dans la cultivation du cannabis. Spécialement en intérieur, quand on fait du cannabis artisanal, tout doit être très stable. Si j'ai un système de climatisation qui lâche, ça peut avoir un impact drastique sur une de mes récoltes. Une salle peut avoir facilement une valeur d'1 demi-million de dollars. Donc, ça coûte cher. L'équipe de maintenance doit être extrêmement rodée, doit connaître tout l'équipement qui fait partie de la plantation. On veut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas 14 marques dans une plantation. Si, disons, on va avec une marque de déshumidificateur, mais on commence pas à en prendre 3 autres pour faire des tests. Parce que là, quand il y a des défauts, tu demandes plus à ton équipe de maintenance, plus de retours, plus de blabla, plus de meetings. Donc, il faut standardiser la production et les équipements partout dans la plantation pour être le plus efficace. Le leadership team, bien sûr, qui va prendre les décisions, amener l'équipe, écouter l'équipe pour prendre les bonnes décisions et vraiment avoir le focus vers le futur. Les autres coûts fixes, bien sûr, bâtisse, électricité, assurance et tous les matériaux divers qu'on va utiliser. Donc, en résumé, il faut connaître son vrai coût de revient. Il ne faut pas essayer de mitiger ça. Vraiment, ayez une connaissance intime de ce qui se passe dans la plantation et chaque étape. Je vois souvent l'irradiation qui n'est pas prise en compte dans plusieurs business plans de compagnies de cannabis. Je vois souvent la taxe d'assises qui n'est pas prise en compte non plus. Il y a tellement de petits détails qui ont souvent été oubliés qui viennent coûter énormément à la fin de l'histoire que c'est ça vraiment qui va faire la différence entre être profitable et ne pas être profitable. Votre connaissance de toutes les étapes de la chaîne de production. Il faut aussi, en tout cas, c'est notre conseil. Nous, on pense que miser sur une stratégie de vendre à la perte pour avoir des parts de marché, c'est pas la bonne idée. Il y a tellement de nouveaux joueurs qui rentrent, il y a tellement de connaissances, de nouveaux cultivars, de gens qui ont extrêmement de talent, qui ont des opérations qui ne sont pas 15 fois trop grosses, puis qui ont été construites plus petites, puis qui ont grandi avec le temps, donc qui ont des frais opérationnels qui sont très étroits et très bien compris, donc qui sont largement moins, qui vont venir rentrer en jeu. Espérer de vendre à perte pour gagner ses parts de marché, puis qu'un jour les autres vont disparaître, puis que là on va pouvoir monter les prix ou je sais pas, c'est pas une stratégie gagnante. Il faut être profitable dès le début. C'est vraiment ça qu'il faut viser. Je sais que c'est dur, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'expandre extrêmement rapidement, mais nous, on a vraiment vu que la meilleure solution, c'était de faire ce qu'on appelle crawl, walk, run. Donc, vraiment ramper, marcher, courir. Connaître c'est quoi on appelle notre concept d'hérisson. Donc, les hérissons, ils ont une chose qu'ils sont très bonnes à faire, c'est se mettre en boule puis se défendre. Donc, il faut comprendre votre concept d'hérisson. Nous, c'est la cultivation. On est des passionnés de la cultivation, on veut
cultiver du bon cannabis, on ne se lance pas dans faire des produits de cannabis 2.0. On va venir trouver les bons partenaires qui vont pouvoir venir les faire avec nous. On ne fait pas nos propres joints pré-roulés. On a trouvé les bons partenaires qui comprennent nos demandes, qui comprennent notre recherche de qualité, puis qui vont venir avec nous à travers de cette aventure. Le marketing est aussi extrêmement dur. Donc, on n'a pas le droit de rien faire. On peut seulement éduquer. Les avenues sont très, très, très limitées de comment est-ce qu'on peut faire connaître notre produit. Par contre, dans le cannabis, il y a une chose qui est vraie depuis que les gens consomment du cannabis, c'est qu'un bon produit parle pour lui-même. Il n'y a jamais eu un bon produit qui était au bon prix, qui a eu un problème à se vendre. Il y a une quote que j'aime beaucoup répéter, c'est qu'il n'y a pas de mauvais cannabis, il y a juste du cannabis au mauvais prix. Tout le cannabis que les gens ne veulent pas acheter, vous le mettez à 10 cents le gramme, ils vont l'acheter. Donc, c'est vraiment comprendre c'est quoi notre produit, c'est quoi sa valeur, c'est quoi son profil de terpènes, c'est quoi son taux de THC, c'est quoi ses cannabinoïdes. Dans quelle province est-ce que ça va être le mieux reçu? L'Ouest puis l'Est, c'est deux types de consommateurs complètement différents. Au Québec, on adore le THC pour le bas prix. Dans l'Ouest, il y a un peu plus une recherche des terpènes. Il y a certains cultivars qui ne vont pas réussir dans certaines provinces, puis il y en a qui vont réussir dans d'autres. Il y a certains cultivars qui ne vont pas réussir dans certaines formes, mais qui vont réussir dans d'autres. Donc, si on les sortait en fleurs séchées, personne ne l'achèterait, on sort en joint pré-roulé, soudainement, c'est un succès. Donc, allez comprendre les habitudes de consommation, quel cultivar s'adapte à quelles habitudes. Donc, les éléments gagnants lorsqu'on reçoit notre licence. Donc, quand on reçoit une licence, c'est extrêmement important d'avoir des plantes qui sont prêtes. On reçoit notre licence, on a à peu près une semaine pour rentrer des plantes. Après ça, en tant que licencié, c'est seulement de LP à LP. Et je vous garantis qu'aller chercher des plantes à un autre LP, ce ne sera jamais la solution la plus simple ou la plus rentable. Ayez vos propres plantes et assurez-vous qu'elles soient prêtes à rentrer dans les 2 jours où vous ayez votre licence. Quand vous rentrez des plantes, il faut que ce soit prêt à la production. Là, on ne rentre pas de 2 mètres puis on attend 6 mois qu'on peut faire des clones pour lancer des salles. Non, non. Quand vous avez votre licence, vous avez déjà des clones pour les salles de floraison, puis ça commence à rouler directement. Au jour 3, vous devriez déjà avoir une salle qui est en floraison. Fait que 3 mois plus tard, vous avez votre première batch, vous pouvez déjà l'envoyer en magasin, ou vous avez trouvé les bons partenaires qui vous ont signé un contrat, vous allez pouvoir faire de la vente en gros, parce que c'est votre première batch, vous n'êtes pas sûr, vous ne voulez pas nécessairement faire une marque là-dessus. Donc, on se trouve des partenaires qui, eux, vont avoir un chemin pour les couler, peu importe. Mais très important, ne pas perdre un 6 mois quand vous obtenez votre licence. C'est tellement de coûts. J'ai vu beaucoup de compagnies que ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans, même des fois avant qu'ils lancent des produits en magasin, mais c'est dur à rattraper à un certain moment. Donc, ça n'a pas besoin. Si on a les bons partenaires, puis qu'on a les bons cultivateurs, qu'on a compris comment faire un bon produit, on devrait déjà être en production dès le jour 3. Bien sûr, pas de contamination, pas de peste. Donc, si vous ramenez des plantes, assurez-vous de savoir d'où elles viennent. Vous ramenez des plantes avec des root aphids, des thrips, des spider mites. Autant pas avoir de plantes, puis commencer avec une mère, puis prendre 6 mois. Ça, c'est encore pire. Donc, je disais, les canaux vente en gros au détail, déjà avoir ça lock-in. Il y a plusieurs compagnies qui, des fois, vont commencer leur production. Là, ils se rendent compte, pour faire une relâche en magasin, j'ai besoin d'X nombre de kilos pour loader tous les magasins. OK, j'en ai pas assez, je dois attendre 3 lots de plus. Là, on se retrouve avec 3 lots au départ. Il y en a un qui est vieux de 6 mois, il y en a un qui est frais. C'est pas une relâche standardisée. Directement, on attaque notre marque. Les personnes visées pour la compréhension du marché, où est-ce qu'il y a les trous? Sativa, 20 à 30 25 à 30 Indica, c'est quoi le taux de THC? Quand on paye 25 c'est quoi le taux de THC minimum pour les autres compétiteurs? Si j'ai 17% de THC, je ne peux pas aller relâcher un produit à 30 où tout le monde d'autre a des THC minimum de 22-23. C'est quoi le taux de terpènes? Est-ce que je peux parler de ces terpènes-là? C'est quoi les autres cannabinoïdes? Est-ce que je peux en parler? Si, disons, vous avez certains cultivars qui ont des cannabinoïdes très spéciaux ou des terpènes très spéciaux, puis qu'il y a certaines provinces qui ne vous permettent pas de relâcher cette information, il faut aller dans d'autres provinces. Donc, la compréhension du marché. Est-ce que les gens vont être prêts à payer pour ces terpènes-là? Le storytelling intéressant. Donc, qui vous êtes? Comment est-ce qu'on évolue dans la cannabis? Nous, on a une grande fierté à essayer de réunir les gens ensemble dans l'industrie du cannabis. J'ai beaucoup d'amis, dont à cette table ici dans la salle. On aime échanger de l'information, on aime aller de l'avant. Il y a de la part du gâteau pour tout le monde.
On n'a pas besoin de se voir comme des compétiteurs. C'est une industrie émergente, il y a plein de choses à découvrir. Le Québec a un potentiel énorme, mais énorme. Tout le monde parle de la côte ouest, mais ce qu'il faut comprendre, c'est du côté de la côte ouest, tout le monde pouvait faire pousser du cannabis à l'extérieur ou autre. Fait qu'ils ont développé une espèce de culture autour du cannabis qui est vraiment très relax, très... je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Tandis qu'au Québec, l'électricité n'est pas chère, licence médicale, mais il ne fait pas beau dehors. Le Québec, ça fait depuis les années 90 qu'il est en production commerciale. Donc, il y a beaucoup de talents au Québec qui, ça fait longtemps qu'ils jouent avec des grosses échelles, qui font de la production massive, puis c'est ça qu'on est en train de voir. Le Québec est en train de se démarquer partout dans le monde et au Canada comme étant une force de production. Donc, il faut parler du Québec, il faut parler de qui on est, il faut être fier, il faut faire avancer l'industrie, il faut partager les connaissances, puis on va pouvoir se positionner d'une manière extrêmement avantageuse partout dans le monde et partout au Canada. On a les ressources, on a les connaissances. Vous regardez parmi les plus grands consultants au monde ou ceux qui seront appelés à l'international, souvent c'est des Québécois. Vous regardez au BC, c'est qui les master growers de certaines grandes compagnies, c'est des Québécois. Donc on a le talent ici, il ne faut pas s'en cacher. On a une certaine histoire qui est venue avec les États-Unis, puis les conditions qu'on avait. Puis il faut prendre l'expérience, prendre les connaissances qui viennent de là, l'intégrer à ce qu'on fait, puis aller de l'avant. Bien sûr, connaissances bien établies sur les chaînes d'opération et contrôle serré à chaque état de la chaîne. Je vous en ai parlé plusieurs fois. S'assurer que c'est votre équipe qui fait ce contrôle-là. Il faut que quelqu'un le regarde. Nous, on a vraiment une mentalité de « est-ce que tu achèterais ce 3,5 » Sinon, de l'autre côté, il y a un problème. Il faut être fier de ce qu'on fait. Il faut qu'à n'importe quel moment, vous alliez pouvoir acheter votre produit puis que vous soyez fier de ce qui sort de cette boîte-là. Donc, cultivation, la priorité. La prochaine étape, c'est comprendre nos plantes puis le système qui va avec. Une autre chose que j'ai vue, c'est des plantations qui sont design, puis let's go, on va faire pousser du cannabis, il n'y a pas de problème. OK, mais tu vas faire pousser quoi? Des sativa dominants, indica, du chanvre, CBD, qu'est-ce que tu veux faire pousser? Ah, je sais pas. Je pense que n'importe quoi peut pousser. Non. C'est pas toutes les plantes qui sont adaptées à toutes les plantations. Fait que disons, les sativas, qui ont des tendances sativas, vont vraiment être explosives dans leur croissance. Nous, on a des plantes qui peuvent aller jusqu'à 10 fois leur taille normale lorsqu'on déclenche le cycle de floraison. Donc, ça fait des croissances extrêmement explosives qui ne sont pas adaptées, disons, à des systèmes à 2 niveaux. Les sativas vont aussi avoir besoin d'un peu plus de travail pour s'assurer qu'il y a une pénétration dans la lumière, standardiser la cultivation. Tandis que les indicas, elles, vont être beaucoup plus petits, beaucoup plus trapus, beaucoup plus de feuilles. Donc là, c'est voir, là, les indicas vont pousser moins haut, je peux faire 2 niveaux. Je peux faire peut-être plus de plantes aussi par pied carré pour maximiser ma production. Là où les sativas, je vais vraiment faire les grosses plantes, aller chercher les grosses fleurs par plante. Donc, comprendre qu'est-ce qu'on veut faire pousser puis à quel système c'est adapté. C'est correct dans une plantation d'avoir, disons, une salle 2 niveaux, une salle 1 niveau avec des HPS, une autre salle 1 niveau avec des LED, puis que vous ayez des cultivars qui soient désignés pour ces salles-là et ensuite désignés pour des marchés. C'est vraiment, vraiment très précis, la cultivation du cannabis. On ne peut pas assumer qu'il y a une solution pour tout. C'est pas comme l'agriculture traditionnelle. Il faut la compréhension et designer la plantation ensuite qui va avec le produit qu'on essaye de faire et pas le contraire. On ne commence pas par construire une plantation de cannabis puis ensuite on va voir ce qu'on peut faire. Origine Nature, nous on a commencé, on est allé voir la SQDC, on leur a demandé qu'est-ce que vous avez de besoin. Ils nous ont dit un sativa à 5 $. C'est ça qu'on a fait. On est allé construire Origine Nature, on leur a livré, tout s'est bien passé. On n'a pas essayé d'inventer la roue, on n'a pas essayé d'inventer que le peuple québécois veut tel cultivar. Non, on leur a demandé, on a répondu à la demande, tout s'est bien passé. On a construit la plantation aussi en fonction de ce sativa qu'ils voulaient qu'on cultive. Donc, aller comprendre la plante, faire les études, il faut avoir des salles R&D ou des sites qui sont médicaux ou autres qui vont venir tester les cultivars qu'on a en avance. Ces cultivars-là aussi, il faut faire attention, c'est quoi? Il y a une culture du cannabis qui est extrêmement forte et présente, qui dure depuis bien avant nous. C'est pas nous qui vont venir attaquer la culture puis qui vont réveiller les gens à quelque chose de différent. Si les gens veulent du runt, les gens veulent du runt. Mais le problème, c'est que le runt, c'est un cultivar en particulier, pour ceux qui ne savent pas. Mais soudainement, ce nom-là de cultivar va avoir une valeur sur le marché. Là, tout le monde va commencer à le faire pousser. Mais si tout le monde fait pousser,
on s'attaque les uns les autres. Il y a une personne qui peut faire un très bon cultivar runs, puis là, soudainement, tous les autres vont venir le faire pousser, fait que les gens vont l'acheter en pensant que c'est la même chose, mais ils vont voir d'incroyables différences. Donc, nous aussi, ce qu'on conseille, c'est allez pas jouer dans les plates-bandes de les cultivars populaires. Vous allez vous faire attaquer par d'autres LP sans même vous en rendre compte parce que c'est ça qu'eux, ils pensent que les gens veulent. C'est développer vos propres cultivars. Allez faire vos propres croisements ou prenez des cultivars qui ne sont pas nécessairement ultra populaires. Prenez le temps de faire un phéno-hunting. Trouvez vraiment un phéno qui est propriétaire pour ensuite le lancer en production commerciale. Nous, notre Sage and Sour, c'est un peu ça qu'on a fait. On a eu la chance que ce soit un phénotype qui était extrêmement unique. Si on parle, disons, des gens de la Californie puis qui voient notre Sage and Sour, ils nous disent « Ah, mais c'est pas à ça qu'on est habitué, nous. Nous, le Sage and Sour, on a vu quelque chose de complètement différent. » Fait qu'on a pris le temps, tout simplement, d'aller faire germiner des graines, regarder chaque graine, leurs caractéristiques, comment ça se présentait, puis vraiment sélectionner lui parce qu'on a vu qu'il était unique. Il n'y a personne d'autre au Canada qui peut faire cette génétique comme on le fait, puis on n'en a pas vu qui sont apparus sur le marché. On n'a pas vu 14 Sage and Sour après qu'on l'a lancé. On est resté les seuls. Donc, c'est aussi le choix du cultivar, puis pas tout simplement se laisser influencer par ce que la culture populaire du moment veut. Aussi, les systèmes de contrôle. Là, je ne sais pas si ça va être populaire ce que je vais dire, mais les sensors, ce n'est pas vos amis. L'automation, ce n'est pas vos amis. Nous, ce qui fait notre réussite, c'est qu'on ne les croit pas, nos systèmes. Quand j'ai une sonde qui me dit quelque chose de dramatique, ma première réaction, c'est pas « Ah, on réagit ». Va prendre le handheld, va dans la salle, puis assure-toi que c'est vraiment ça que le sensor read. Beaucoup plus souvent qu'on le pense, il y a des problèmes avec des sensors. Il y a des problèmes avec comment la salle a été designée. Ah, il y a une unité de déshumidification qui n'est pas loin du sensor. Fait que quand elle s'active, ça crache de l'air chaud, tout est déstabilisé. Si on réagit tout simplement sur les données qu'on reçoit de sensors dans encore une fois, une industrie émergente, on va se frapper à des problèmes. Il n'y a personne qui a une vraie expérience de la cultivation du cannabis, à part ceux qui ont fait pousser du cannabis. Faire designer des plantations par des gens qui n'ont jamais fait pousser du cannabis, ça va être un problème. Il faut comprendre vraiment que chaque paramètre est extrêmement crucial. Le pH, on passe de 5,7 à 5,9 de pH. Ça peut rendre certains nutriments beaucoup plus disponibles à la plante. Soudainement, on peut avoir des brûlures, on peut avoir des résultats qu'on ne connaît pas ou qui vont venir attaquer la qualité de la récolte finale. Pour 0,2 de pH, on a une différence de climat de 3 Celsius durant 3 heures. Ça peut venir affecter la plante. Puis nous, c'est ça qu'on fait. Si on fait vraiment du cannabis artisanal où on contrôle tout pour assurer la standardisation. Dans la plupart des autres crops agriculturels, c'est qu'on peut aller avec certaines variations. Ils ne sont pas aussi sensibles, on peut avoir un aussi gros impact. Avec le cannabis est extrêmement sensible. Quand on parle de cultivation en serre ou de cultivation en extérieur, les serres hybrides sont bien, mais c'est qu'elles doivent réagir trop vite. Les nuages passent, la température change, tout bouge, mais le cannabis a eu le temps d'être déstabilisé. Le cannabis adore la consistance. Quand on est en serre massive aussi, oui, il peut avoir des très bons résultats, mais avec les bons cultivars appropriés. On ne va pas pouvoir faire pousser les mêmes cultivars en été qu'en hiver, en automne qu'au printemps. Donc, il faut comprendre quels cultivars réagissent bien au climat dans lequel on est, dans lequel la serre est, dans lequel le greenhouse est, pour venir maximiser sa production. Ça ne va pas être aussi simple que le Québec a l'air de vouloir tel strain, on va faire pousser ça. Non, fais tes recherches. Est-ce que ça s'adapte, oui ou non? Il ne faut pas essayer de faire quelque chose en espérant que les gens vont tout simplement l'acheter parce que c'est du THC puis parce que c'est du cannabis. La culture du cannabis est extrêmement bien établie. Les gens savent c'est quoi du bon cannabis et ils n'achèteront pas si le cannabis n'est pas à un bon prix. Donc, il faut être réaliste, il faut comprendre c'est quoi notre opération. Il y a bien sûr les manières de cultiver, donc comprendre l'opération qui va avec. Si, disons, on parle d'un système aéroponique. J'ai vu des systèmes aéroponiques avec des injecteurs, puis tout plein de backup, et etc. Mais moi, tout ce que je vois, c'est une équipe de sanitation qui travaille durant 1 semaine à chaque récolte. Je vois un downtime de 1 semaine entre chaque récolte parce que tout doit être nettoyé. Tous ces 7 jours-là, ça coûte extrêmement cher. Chaque recoin qui peut être manqué peut être une source de contamination. Chaque sprayer dans le système qui peut être clogué peut venir tuer toutes les plantes juste pour une question de quelques heures.
Donc, quand on fait un système, il faut s'assurer qu'il pardonne. Il faut s'assurer qu'il est simple à nettoyer. Quand on va à des grandes exploitations agriculturelles, là, je veux dire, il y a des drippers sales qui traînent, les planchers sont sales, c'est extrêmement limité. Pourquoi? Parce que la marge de profit par mètre carré est tellement minime que tout doit être absolument parfait et les opérations extrêmement serrées pour réussir à aller chercher ce profit-là. Éventuellement, ça va arriver dans le cannabis. Le taux de standardisation va être tellement extrême que c'est les manières opérationnelles qui vont venir faire la différence. C'est l'équipe qui va venir faire la différence. Puis ça s'applique aussi sur votre marketing. Quand une compagnie a plus de succès qu'une autre, c'est pas parce qu'elle relâche les bons cultivars. C'est parce que la compagnie a une bonne réputation. Les gens entendent « Ah, Origine Nature ou Fuga ou Yo Cannabis va sortir un nouveau cultivar. Je vais aller l'acheter. » Pas parce qu'ils ont sorti un M39 ou un OG Kush. Parce que c'est Fuga, parce que c'est Wio, parce que c'est Origine, parce que c'est des bonnes équipes. On sait que quand ils travaillent, ils font bien les choses. Puis on sait que tout ce qu'ils produisent va être de haute qualité. Puis que quand je vais mettre mon 20, 25, 30, 40 dollars, je vais en avoir pour mon argent. À la fin de la consommation, je vais être satisfait, je vais pouvoir le montrer à mes amis. Tu sais, ça va être une expérience de partage, une expérience de consommation. C'est votre équipe, c'est votre réputation qui va faire votre succès. Ensuite, pour choisir le cultivar, bien sûr, pour revenir à ça, il y a quelques aspects qu'on veut regarder. Donc, la facilité de clonage. Si vous clonez, puis vous avez 50% de taux de succès, ben, soit il y a un gros problème avec votre équipe de clonage, soit ce n'est pas un cultivar qui est fait pour la commercialisation. Vous ne voulez pas des cultivars qui sont durs à travailler. Il n'y a pas de retour là-dessus. Il n'y a pas de manière de le marketer. Il n'y a pas de consommateurs qui vont être comme « Ah ouais, il y a 50% de taux de clone, fait que je vais payer 5$ de plus du gramme. » Non, ça ne marche pas. On est au début. Essayez d'être profitable. Puis ensuite, si vous voulez vraiment travailler dans des niches comme ça, où il y a beaucoup plus de difficultés de cultivation, puis que là, les gens ont compris que votre équipe est une équipe élite, donc ils vont venir l'acheter, faites-le. Mais au début, c'est la simplicité des opérations. Il ne faut pas runner une plantation avec 15 gars pour 5 salles. 5 gars, ça va être assez. Tu sais, c'est les équipes très restreintes, extrêmement efficaces. Travailler sur vos procédés. J'aime pas faire trop la comparaison, mais c'est un peu voir comment McDonald's a vu sa cuisine, comment ils sont rendus à sortir des burgers en 30 secondes. C'était extrêmement efficace d'une manière opérationnelle, d'une manière de temps. Là, après, je ne dis pas qu'il faut qu'on devienne des McDo du cannabis, bien sûr, on cherche la qualité, mais d'un point de vue opérationnel, c'est extrêmement inspirant, toute cette efficacité. Il faut que la plante aussi soit extrêmement résistante à tout ce qui est attaque, insectes, pestes, pathogènes, etc. Il n'y a rien de pire qu'avoir une crop et mettre 14 semaines de travail dedans, de clone jusqu'à la récolte pour toute la perdre à la moisissure ou qu'elle ne passe pas les tests, puis qu'ensuite on doit l'envoyer se faire irradier, puis que vu qu'elle est tellement contaminée que même qu'on l'irradie, ça revient, puis c'est un cannabis de très basse qualité. La vigueur de la plante, donc comment est-ce qu'elle explose? Est-ce que je fais des plantes qui ont très peu de vigueur lorsqu'elles partent en floraison, ou est-ce que j'en fais qui en ont beaucoup? Parce que là, c'est votre salle de mer qui va changer. Si vous avez besoin de faire 4 plants par pied carré ou un plant par pied carré, vous avez besoin d'une grosse salle de mer, grosse salle des clones, faire beaucoup de clones. C'est là que votre focus doit être. Si vous avez une plante par 10 pieds carrés, mais là, soudainement, votre salle des mers est beaucoup plus petite. Vous avez besoin de seulement une personne pour s'en occuper. Puis là, on peut mettre plus de focus dans toutes les étapes qui viennent avant la floraison. Donc, comprendre aussi le cultivar puis comment il va se comporter. Le ratio de feuilles et de calyx, donc à quel point il faut travailler la plante. Il y a une réalité que lorsque la canopie est trop épaisse, il va y avoir un manque de pénétration de la lumière. Les fleurs vont bien sûr avoir des divergences dans la qualité. Il va falloir faire plus de séparation. Sativa versus Indica contre hybride aussi. Donc, qu'est-ce qu'on vise? Dans quel segment on va? Où est-ce qu'on a identifié qu'il y avait des manques? Quel marché, quelle province? Est-ce qu'on va dans l'ouest ou est-ce que je vais essayer d'aller chercher plus de terpènes, puis peut-être un 22% de THC, ou est-ce que je suis au Québec où les terpènes vont être moins importants, puis je vais aller chercher un 27% de THC. Donc, où est-ce qu'on relâche? Bien comprendre. Donc, pour résumer le tout, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'amour. Nous, chez Origine Nature, on a vraiment identifié qu'on avait 4 valeurs clés, qui étaient la famille, la passion, le street smart, puis la conscience sociale. C'est vraiment ça qui est venu tout driver ce qu'on fait depuis le début.
Mais quand on fait les choses avec passion, qu'on intègre la famille, on fait les choses lentement puis on les fait bien. Donc, ça a pris beaucoup de patience à venir. On a commencé en 2017, on a eu la licence en 2020. On a pris le temps de bien faire les choses. On avait directement les 40 000 pieds carrés. On ne les a pas construits, les 40 000. On a commencé par la moitié. On a lancé la moitié en production. On a établi la demande. On est venu y répondre. On a vu qu'on avait du succès. Les gens nous aiment bien. Parfait. Là, on peut ouvrir la phase 2. Puis à 40 000 pieds carrés, on est petit. On n'est même pas dans les tailles moyennes. Donc, puis ça va bien, on vend beaucoup, beaucoup de volume. Donc, quand on voit certaines opérations qui commencent de 0 à 100, 350 000 pieds carrés, OK, mais où est-ce que tout ce produit-là va être écoulé? Est-ce que tu as fait ton étude de marché pour comprendre à qui tu vas écouler ça? Est-ce que tu as fait des tests dans tes salles? Est-ce que tu les ouvres une après l'autre pour t'assurer que tes salles sont stables et que tu contrôles bien? Ou est-ce que tu les ouvres tous d'un coup, puis là, tu vas te retrouver avec 3 tonnes dans 3 mois, puis tu ne vas pas savoir quoi faire? Il faut, comme j'ai dit plusieurs fois, il faut travailler ensemble. Au Québec, on est fort, on a beaucoup d'expertise, il faut partager les connaissances. C'est vraiment bien qu'on ait des événements comme ça, qu'on peut se réunir, qu'on peut s'échanger, et il faut continuer. Il ne faut pas avoir peur de son prochain, il ne faut pas avoir peur de partager. Il y en a pour tout le monde. On est les premiers au monde qui l'ont fait comme ça. Tout le monde nous regarde. L'international va s'ouvrir pour tout le monde aussi. Ça vient de commencer. Donc, travaillons ensemble pour se rendre plus loin. Créons des économies circulaires. Travaillons sur recycler nos résidus pour en faire quelque chose de profitable. Montrons l'exemple au monde. On est là, on peut le faire, on a les capacités. Ça touche. J'ai tendance à aller à mon deuxième point quand je parle d'un premier point. Deuxième point a été touché. Puis une fois que c'est parti, ben on ne s'arrête plus, on continue. Il ne faut jamais lâcher la passion. La seconde qu'on pense qu'on est les meilleurs, la seconde qu'on pense qu'on fait des choses bien, c'est là qu'on arrête d'être les meilleurs et de faire les choses bien. Donc, il faut toujours chercher à devenir meilleur, il faut toujours chercher à échanger, il faut toujours chercher à pousser ce qu'on fait. Même si on sort des 80 grammes par pied carré ou 25% de THC, mais on essaye d'aller plus loin encore. Toujours repousser les limites, montrer l'exemple, faire des recherches R&D sur des tests organoleptiques qu'on va pouvoir partager. Quand on fait ces tests-là, ce n'est pas pour Origine Nature, c'est vraiment pour l'industrie puis pour la connaissance. Il faut s'engager dans cette industrie, il faut partager, on est une grande famille, puis on peut montrer l'exemple à la planète. Donc, maintenant, je vais être prêt pour des questions.